Coucou les K-Monsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des différentes générations de K-pop. Alors je suis sur un groupe Reddit qui s'appelle K-pop Help et j'ai vu énormément de gens qui se demandaient si Stray Kids était de la 3e ou 4e génération, si T-ara était de la 2e ou 3e génération. Et du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer les différentes générations et quel groupe on retrouve dedans. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et je vous laisse avec le générique. Alors tout d'abord, moi il faut savoir que je suis dans la K-pop depuis la fin de la 2e, début de la 3e génération à peu près. Donc voilà. D'abord, je vais vous parler de la première génération. Donc la première génération, c'est celle qui marque la naissance de la K-pop. Et c'est le label, la SM Entertainment, que vous connaissez tous, qui crée le premier groupe de garçons de Corée appelé H.O.T. ou HOT, qui a son concept basé sur les boys bands américains ainsi que les idoles japonais, et c'est vraiment eux qui vont marquer et fonder les bases actuelles de la K-pop. Après H.O.T., d'autres agents nouvellement créés comme DSP Media ont commencé à produire des idoles en rivalité. Ces premiers groupes sont notamment Stray Kids, S.E.S, Finka-Hell, et à eux, ils constituent la première génération de K-pop. Ensuite, la génération 1,5 ou génération 1.0. Avant l'aube de la 2e génération de K-pop, le genre a connu une brève période de génération et demie qui est constituée de groupes un peu plus expérimentaux, des groupes comme Chinois, Clickbee, God, Chakra, Jewelry ou encore Boa, qui appartiennent tous à la première génération. C'est également durant cette génération, donc la génération et demie, que la K-pop va vraiment gagner en popularité, notamment en Chine, au Japon et dans d'autres pays d'Asie de l'Est. Et c'est à ce moment-là que le mot Hallyu, ou vague coréenne, a été inventé. Et c'est aussi à ce moment-là que la presse internationale va commencer à parler de groupes de K-pop, même si c'est beaucoup plus rare que la presse le fait actuellement. Donc la deuxième génération de K-pop est venue au milieu d'une crise économique. Pourtant, la K-pop est devenue extrêmement commercialisée et s'est imposée comme l'une des industries les plus rentables du pays. Une grande partie de ce qui constitue le business model, donc tout ce que nous connaissons actuellement des business K-pop, donc créer des idoles, faire extrêmement de promotion, que ce soit pour des marques ou également pour le groupe. Voilà, donc le business pur et dur. Et on voit également des groupes se développer comme S 501, je prononce à la française bizarrement, Big Bang, Wonder Girl, des groupes comme ceci. La deuxième génération K-pop est également celle qui a commencé à se développer vraiment hors du pays. Les idoles ont commencé à faire des tournées mondiales. Et contrairement à l'époque où c'était des idoles genre
intouchables. Là, ça devient des idoles un peu plus sympathiques. Ils commencent à faire des télé-réalités ou jouer des rôles dans des dramas. Donc c'est plus juste des idoles, ça touche plusieurs cases du divertissement. Ensuite, nous avons la génération 2,5 ou la génération 2.0. Et en fait, elle est alimentée par les succès du coup des groupes de la deuxième génération. On retrouve des groupes notamment comme SHINee, 2PM, Infinite, Airfix, 21, Miss A, Sistar et bien d'autres. Il faut savoir que moi je suis dans la K-pop depuis à peu près cette génération-là. Donc, et là, on a des idoles qui sont plus multitalents, où les fans commencent à s'attendre plus à des groupes qui savent chanter, danser et rapper, que avant les groupes niveau danse c'était extrêmement basique, et là on commence à avoir de vraies chorégraphies et de vrais rappeurs, tout ça. Du coup les gens commencent à s'attendre à un petit peu plus que les générations précédentes. Ensuite, depuis début 2010, YouTube a commencé à devenir la plateforme irremplaçable qu'on connaît actuellement. Donc de nombreux idoles de la génération 2,5 a saisi cette opportunité pour commencer à toucher de plus en plus de fans à l'international. Et c'est-à-dire que avec ça, des nombreuses fans ont découvert la K-pop et a commencé à exposer plus la K-pop. Et en 2012, on a le Gangnam Style de Psy qui va toucher énormément de personnes. Et après cela, il y a énormément de fans qui vont vraiment découvrir la K-pop per Psy et après s'attacher à d'autres groupes qui vont arriver plus en troisième génération, fin deuxième, début troisième. Ainsi naît la troisième génération qui fait vraiment exploser le genre et la culture K-pop à travers le monde. C'est alors qu'on voit des groupes de filles et de garçons avoir un public cible à l'international et plus à l'échelle coréenne. Vraiment, ils veulent cibler l'international. Ils utilisent également les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et autres plateformes de streaming comme Naver, qui va vraiment aider à la mondialisation de la K-pop. Donc cette génération accorde énormément d'importance au concept ou à l'univers d'un groupe. Non seulement la K-pop va connaître une croissance sans précédent de la qualité non seulement des chansons en elles-mêmes, mais également des chorégraphies, des clips vidéo, des contenus promotionnels, des produits dérivés, etc. Comme des groupes comme EXO, NewJeans, VX, BTS, GOT7, Red Velvet, Twice, Blackpink et tellement d'autres. Ensuite, nous avons la génération 3,5. Donc cette génération apparaît autour de 2016 avec l'émission Produce, qui a connu du succès aussi bien à l'étranger qu'en France, bien que ça s'est avéré être une grosse arnaque, puisque en fait les fans n'avaient pas de pouvoir réellement vu que tout était truqué. Donc en fait ça voulait vraiment donner aux fans la possibilité de voter et de créer le groupe que le public voulait réellement et leur donner ainsi plus de pouvoir, d'une voix et plus être actif dans les auditions
qu'elles ne le sont, qu'elles l'étaient avant, donc elles avaient aucun pouvoir sur qui ferait partie de quel groupe, qui débuterait et qui débuterait pas. Donc, voilà. Donc dans cette génération, on a des groupes tels que Seventeen, Monster X, NCT 101, Cosmic Girl, qui vont vraiment rapidement gagner en popularité. I don't know why, 나도 모르게 또 빠져들어가. Dans la quatrième génération de K-pop, donc on est rentré il n'y a pas si longtemps que ça dans la quatrième génération de K-pop, qui est une génération où il n'y a plus de frontières, donc la K-pop n'est plus juste en Corée, elle se veut internationale, sans barrières, sans frontières. Donc en à peine un an, on a des groupes tels que Luna, TXT, TYT, ITZY, qui sont vraiment à la tête de cette quatrième génération qui se veut sans frontières. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu plus découvrir la K-pop. Peut-être que ça a été un peu brouillon et que vous n'avez pas tout bien saisi. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a une génération qui se chevauche un peu. C'est pas juste genre hop la génération s'arrête, hop on commence une autre, genre ça chevauche un peu et du coup des fois les générations sont un peu entremêlées. Donc là on est à la fin de la troisième génération, on est au début de la quatrième, du coup ça chevauche un peu. Puisque des groupes qui étaient là dans les autres générations sont toujours là et ça se chevauche un peu. Même si les groupes de la première, deuxième génération, beaucoup ont disband ou quitté la K-pop, il y a toujours des groupes d'anciennes générations qui sont toujours là. Et du coup ça fait que les générations se chevauchent un peu. Donc voilà, j'espère quand même que ça a été clair, que vous avez pu apprendre avec moi. Sur ce, je vous laisse.